4h moins 10, on parle effectivement de ce scandale du Libor avec les équipes d'Alpha Value. C'est Christophe Nijdam qui est avec nous par téléphone, l'analyste banque d'Alpha Value à Paris. Christophe, bonjour. Oui, bonjour. Ce scandale effectivement du Libor, des taux maintenus artificiellement bas pendant plusieurs années. Qui a été victime, qui peut avoir été victime de tout cela? On en parle. Vous avez aussi une évaluation et un chiffre assez hallucinant pour nous cet après-midi. Mais d'abord, ce scandale, et si, toujours compliqué naturellement, Christophe, de prendre du recul quand un événement se déroule sous nos yeux, c'est du présent, hein. Mais et si c'était peut-être, et qui sait, le scandale du siècle? Oui, comme vous le savez, dans la presse anglo-saxonne, on l'a même appelé le Liborgate. C'est le conflit d'intérêts, d'ailleurs, qui est au cœur de ce scandale, qui est d'une ampleur, disons, historique. C'est aussi l'illustration de l'hypertrophie débridée des produits dérivés sur ces 15 dernières années. Parce que c'est la référence, effectivement, sur 350 trillions, hein. Donc des millions, des milliers de milliards. Voilà, alors 350 trillions de dollars, c'est uniquement pour les swaps de taux d'intérêt, qui effectivement peuvent avoir été manipulés dans ce cas-là. Il faut aussi tenir compte des autres types de dérivés de taux d'intérêt qui rajoutent un autre 100 000 milliards de dollars. Donc en fait, si vous voulez, ça porte au niveau des dérivés uniquement sur 450 000 milliards de dollars. Et là, je parle des chiffres en 2009 parce que de nos jours, c'est encore un petit peu plus élevé. Soyons très très clairs, un peu pédago ensemble, Christophe Nijdam. Très clairement, si on dit que ça a été sous-évalué de 30-40 points de base, moi je me dis comme ça, bêtement, si on m'a proposé des taux artificiellement bas, hein, de quelques dizaines de points de base, bon bah voilà, tant mieux, ça m'a coûté moins cher. Oui, alors il y a deux aspects. Sur l'aspect dérivé de taux, on ne parle pas de 30 ou 40 points de base, mais probablement de l'ordre de 2 points de base. Alors si on fait un petit calcul rapide, hein, puisque dans ce cas-là, c'est plutôt les banques qui ont été bénéficiaires de l'abaissement de ces 2 points de base sur Libor, et c'est donc plutôt les entreprises qui ont été, disons, perdantes. Donc 2 points de base sur 5 ans, sur 450 000 milliards de dollars. Le préjudice, évidemment, ça s'est fait sur le coin d'une table, hein, sur le dos d'une enveloppe. Sur cette seule partie-là, c'est de l'ordre de 450 milliards de dollars. Alors quand vous faites référence aux 30 ou 40 points de base de taux plus bas, oui, peut-être pour les emprunteurs, ça peut être sympathique. Par contre, il faut quand même pas oublier les déposants, et les entreprises déposent de façon assez fréquente sous forme de dépôt à terme basé sur le Libor auprès de ces grandes banques. Alors là, les chiffres, et encore une fois, hein, il faut être prudent dans l'estimation, mais c'est juste pour montrer, disons, l'énormité du préjudice. Là, on parle d'à peu près 50 000 milliards de dollars de dépôts, minimisés de 30 points de base, et ceci, ce serait été fait pendant, disons, la période de crise, en gros, mars 2007, mars 2009. Et bien sûr, 2 ans, ça rajoute 300 milliards de dollars. Un manque à gagner de 300 milliards de dollars. Voilà. Donc les deux, hein, sur les dérivés de taux et sur le manque à gagner pour les dépôts, ça se chiffre aux alentours de 750 milliards de dollars. Pour là aussi avoir un petit peu l'ampleur du problème, en tout cas aux États-Unis, puisqu'il y a des procès qui ont démarré aux États-Unis, et je le sais bien puisque j'ai vécu une dizaine d'années là-bas. Malheureusement, les préjudices sont établis devant un jury populaire, et en plus de ça, le jury populaire peut tripler le montant du préjudice sous forme de dommages punitifs. Donc là, on peut dépasser les 1000 milliards, là. Là-bas, oui, si vous multipliez par 3, ça pourrait même tourner aux alentours de 2000 milliards de dollars. Ça rappelle quel type de scandale, là, Christophe? On n'a pas ça en mémoire, là, même les subprimes, on n'a pas été condamné à ça dans les organismes qui avaient été condamnés pour... Oui, alors il y a les subprimes, et puis il y a surtout les procès concernant le tabac à l'époque, hein, fin des années 90 aux États-Unis. Alors les subprimes, pour donner un ordre de grandeur, là on parle de pertes avérées, parce qu'il n'y a pas eu encore pour l'instant, disons, de procès et de jugement avec pénalité, mais les subprimes, c'est de l'ordre de pertes avérées de 300 milliards de dollars. Les procès sur le tabac, fin des années 90, qui d'ailleurs a donné lieu à la scission juridique de groupes agroalimentaires qui avaient des activités de tabac, comme Philip Morris avec Kraft ou comme R.J. Reynolds avec Nabisco.
Les procès à l'époque, en termes de dommages, de préjudice, c'était 200 milliards de dollars. Donc on est vraiment dans, disons, un scandale qui pourrait avoir des répercussions au niveau des préjudices subis par les entreprises et au niveau des pénalités que certaines banques devraient avoir à verser, qui est de l'ordre de 7 à 10 fois plus importante que les pertes du subprime, on est moins, que les procès sur le tabac. J'entends bien, on est moins procédurier, Christophe Nijdam, en direct d'Alpha Value, que effectivement que les anglo-saxons, que en tout cas que les Américains, pour les dossiers que vous et les affaires que vous évoquez à l'instant. Est-ce que là on parle essentiellement de victimes potentielles, de victimes côté entreprise, ou nous-mêmes, les épargnants, à travers quantité de produits, livret d'épargne, assurance vie, on pourrait aussi avoir été victime au moins d'un manque à gagner latent là pendant quelques années. Est-ce que vous voyez, vous imaginez dans un futur plus ou moins proche, 2, 3 ans, 5 ans, des class action comme ça en Europe se retourner contre des établissements type Barclays? Alors, pour le particulier, les petits épargnants, probablement pas. Par contre, que des entreprises considèrent, et à juste titre, qu'elles aient été lésées donc au travers de ce manque à gagner, notamment sur le marché du Libor, là oui, il est probable qu'il y aura des, disons, procès qui vont être non seulement intentés aux États-Unis, mais aussi en France. Alors vous parlez de la Barclays, je veux quand même ajouter, c'est que ce scandale ne touche pas qu'une banque, mais ce scandale touche toutes les banques qui ont participé donc à cette détermination ou en fait manipulation du Libor pendant près de 5 ans. Potentiellement 18, mais on nous dit que les banques françaises n'ont rien à se reprocher là. Alors, croisons les doigts. Pour l'instant, aucune Française n'a été citée. Cela dit, bon, je ne sais pas, on va rester prudent là-dessus. Enfin, très clairement, il y a un problème de conflit d'intérêts là-dessus, on sera d'accord. C'est ce que vous disiez d'ailleurs en début d'interview, Christophe. Oui. Pour en terminer, qu'est-ce que voilà, dans toujours ces thématiques de scinder les banques en deux, on sait que si c'est l'un de vos chevaux de bataille actuellement, qu'est-ce qu'on peut tirer encore comme leçon de ce scandale qui ne fait que commencer? Oui, alors c'est pas un cheval de bataille de notre point de vue, c'est tout simplement un point de vue actionnarial qui fait que l'on considère que pour les actionnaires des banques françaises qui ont beaucoup souffert, une façon de récupérer de la valeur, c'est effectivement à travers de la scission. Ce qu'il faut bien comprendre au niveau donc du conflit d'intérêts sur le Liborgate, c'est que si l'activité de teneur de marché des dérivés de taux, notamment ce qu'on appelle les swap dealers, n'avait pas été au sein de la Banque universelle, parce que sur les 18 banques du panel, 17 sont membres de l'ISDA, donc c'est l'association des swap dealers, et en gros les 2 tiers de ces 18 membres sont des banques dites universelles. Bon. S'il n'y avait pas eu cela au sein de la Banque universelle, on n'aurait pas eu cet énorme conflit d'intérêts vis-à-vis des clients qui a incité ces banques à manipuler le Libor en faveur de leur trading desk, causant donc le préjudice qu'on a évoqué en termes de montant pour montrer à quel point c'est un scandale d'ampleur historique. Merci beaucoup Christophe Nijdam en direct d'Alpha Value cet après-midi sur BFM Business. Vous êtes analyste sur ce secteur bancaire et on se retrouve régulièrement dans Intégral Bourse. Merci.